Alors bonsoir, merci d'être présent ce soir à la Comédie pour ce plein feu consacré à Maggie Marin, dont nous avons eu le plaisir d'accueillir cette saison deux spectacles, Beat et Singspiel, deux propositions très différentes, mais j'imagine que vous aurez l'occasion d'y revenir. Je vous rappelle un petit peu la règle du jeu de la soirée pour ceux qui assisteraient à leur plein feu pour la première fois. L'idée, c'est d'avoir une conversation avec Maggie la plus ouverte et la plus libre possible autour de sa démarche artistique, de son parcours, de ce qu'il travaille d'une certaine manière, ce qu'il a met au travail aussi. Donc ça, je vais officier. Et puis ensuite, on basculera dans une deuxième partie à des questions que vous pouvez avoir, que vous pouvez avoir envie de poser directement, ou des réactions, des choses qu'on aura pu se dire. Voilà, c'est un peu le principe, sachant que au niveau du timing, pour que vous sachiez tout, et on part sur 1h15, 1h20 de rencontre, puisqu'ensuite Maggie s'éclipse et reprend un train dans l'autre sens. Donc je la remercie d'autant plus d'être venue spécialement pour la rencontre ce soir à Saint-Étienne. Ça va. Oui, c'est vrai. Voilà, tu veux qu'on commence par ça? Je serais tenté de te dire moi, c'est toujours émouvant pour moi de rencontrer des artistes que j'admire, donc c'est d'autant plus émouvant de t'avoir à côté de moi ce soir, même si peut-être de différents artistes que j'ai reçus pendant le plein feu, tu es peut-être celle que je connais le moins dans la vie personnelle, si j'ose dire. On se croise plus qu'on ne se connaît, mais l'envie de t'inviter, outre l'admiration que j'ai pour ton travail, venait aussi sur cette idée de vouloir questionner la danse-théâtre et de se dire, tiens, consacrer un plein feu aussi à l'artiste peut-être la plus emblématique en France du courant de la danse-théâtre. Je trouvais que c'était assez passionnant de se dire que souvent ce sont des disciplines bêtement que les professionnels opposent, alors que j'ai l'impression que les praticiens ont dépassé ces clivages-là depuis très longtemps. Et que donc quand on se pose la question de savoir si un lieu est plutôt dédié à la danse ou dédié au théâtre, j'ai la sensation que nos lieux sont avant tout des lieux de création et que ce qui en fait la singularité, c'est d'être des lieux ouverts à la création, et que en plus la question de ce qu'on appelle maintenant le indisciplinaire, le transdisciplinaire, le je sais pas quoi, etc., j'ai l'impression que c'est des questions qui ont été travaillées depuis un bon bout de temps. Et si toi tu devais définir la danse-théâtre, qu'est-ce que tu dirais? Ça commence fort. Hein. Ah ben là, alors... Non, mais je trouve que c'est de toute façon réducteur, voilà. Je trouve danse, théâtre, musique. Je trouve que, oui, l'idée de création, je trouve l'idée d'invention, l'idée de ce travail-là. Mais après, il faut bien mettre des mots sur quelque chose. Donc, oui, moi, je flirte avec les autres arts. J'aime ça. Mais j'ai une formation de danseuse. Alors du coup, tu me lances là-dessus, j'y vais. Donc tu es née à Toulouse, Maggie. Oui. Tu es une vraie Toulousaine. Et est-ce que tu peux nous parler? Moi, j'aime toujours ce moment-là, le moment où on commence à comprendre qu'il y a une chose qui nous attire et qu'on a envie de commencer à en faire. Puis le moment où on commence à basculer sur l'idée que peut-être ça va être notre vie. Toi, tu le décrirais comment? À quel moment ça a commencé à t'intéresser, la danse? Qu'est-ce qui a été fondateur pour toi dans ton parcours et comment ça a démarré ça? Parce que du coup, si on parle du début, il y a quelque chose de l'ordre d'une formation classique au départ. Tu as été interprète pour Béjart. Donc, bon, déjà, si on commence, à quel moment la danse t'attire et est-ce que tu as un souvenir précis de ça? Oui, mais le premier jour, en fait, le premier cours de danse classique, affreux, en fait, un truc militaire à fond. Mais par hasard, voilà, mon père me met, parce que ma cousine se met à danser, donc moi aussi, on me met à danser, sans que vraiment j'ai choisi. Mais je dois dire que j'ai été vraiment séduite dès le premier jour. Quoi. C'est toi qui as voulu faire de la danse ou c'est tes parents qui t'inscrivent ou Ah non, là c'est mon père qui m'a inscrit parce que voilà, c'était aussi gratuit, c'était le conservatoire, donc ça faisait une activité quoi. D'accord. Ouais. Et moi ça m'a tout de suite beaucoup plu.
vraiment. Moralité à mi-parent, de temps en temps, vous rendez service à vos enfants que de les inciter à faire des choses qu'ils ne connaissent pas. Et donc ça t'a plu, et comment ça se développe ensuite Pour moi, c'est très simple en fait. Moi, c'était une immédiate, quoi. Enfin, je sais pas, ça a meublé, ça a habité plutôt toute mon enfance en fait. Cette histoire d'aller au cours de danse classique. La danse était vraiment quelque chose. Je pouvais pas imaginer de faire autre chose, quoi. Donc, vous savez, quand on est petit comme ça, on dit je veux danser, je veux aller à la danse. Voilà, moi je demandais ça à mes parents, quoi. J'y allais beaucoup, mais je travaillais pas bien à l'école non plus. Alors c'était un endroit où j'avais beaucoup de frustration des études. En fait, même peut-être pas en primaire, mais dès que je suis rentrée au collège, ça a commencé à foirer. Et et en fait, la danse était un endroit où je m'éclatais, où j'avais confiance en moi, alors qu'à l'école, je me sentais très mal, quoi. Donc moi, je dis que ça m'a sauvé un peu de plein de choses. Fernand Léger dit que l'art, c'est la revanche des sensibles sur les intelligents. Tu te retrouverais dans cette définition? Non. Vas-y, creuse. C'est-à-dire que du coup, ce qui m'intéresse, c'est de te faire parler sur le fait que la pratique artistique, en fait, donne confiance, répare d'une certaine manière une forme de l'humiliation académique de l'école de temps en temps. Tu le dirais pas comme ça? Si, ça oui. Ça oui, bien sûr. Je parle mieux que Fernand Léger, en fait. Que quand on parle d'intelligence... Ah, pardon? Je parle mieux que Fernand Léger, en fait. C'est ça qu'on est en train de comprendre. Oui, non, je pense que l'intelligence, elle est dans la sensibilité aussi. Mais c'est vrai que ce sont des endroits, en fait, l'endroit de l'art, c'est un endroit où cette intelligence est appréhendée autrement, quoi, disons, voilà. Je trouve. Et puis après, ça veut pas dire... Enfin, moi, je pense, j'en veux beaucoup aux professeurs, par exemple, parce que je pense que j'étais pas plus idiote qu'une autre. Et que d'une certaine façon, c'est la façon dont... C'est bizarre aussi, parce que le prof de danse que j'ai eu au début, c'était quand même pas génial, quoi. Enfin, c'était une dame vraiment très militaire, c'était horrible. Très stricte. Très stricte, c'était vraiment trop dur, quoi. Tu as quel âge quand tu commences? 8 ans. C'est ça, t'es enfant. Mais là, je ne sais pas pourquoi, en fait, au-delà du prof qui était... beaucoup de jeunes élèves partaient, parce que, ou sont partis, ou partent, ou beaucoup de gens, maintenant, des danseurs, quand on leur dit le classique, ils font comme ça, ils partent à toute vitesse. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, moi, j'ai adhéré à ça, oui, je ne sais pas. Et je regrette de ne pas avoir... aimer l'école, ça je le regrette beaucoup parce que voilà, il y a plein de choses à apprendre. Du coup, je veux bien qu'on creuse parce que ça m'intéresse beaucoup sur là, il se trouve qu'on vient de faire un atelier avec le lycée Mimar, qui est un lycée professionnel, et il y a un des jeunes qui nous a dit qu'il avait fait exprès de choisir la voie professionnelle parce qu'il voulait pas réfléchir. Donc il identifiait l'école comme étant le lieu où on doit réfléchir. Et moi, ce qui me frappe toujours dans nos pratiques artistiques, c'est que on crée du sensible, et que du coup, pour moi, il n'y a pas j'ai l'impression que ça rebrasse cette question d'un côté les intelligents ou d'un côté les idiots. Donc, ce que l'art ouvre chez toi à ce moment-là, parce que du coup, ça m'intéresse quand tu dis, finalement, j'ai comme une forme de regret, alors que tu es quelqu'un dans ta pratique qui est aussi une forme de penseuse, c'est-à-dire que du coup, tu réfléchis beaucoup sur ta manière de créer, ta manière de faire, les conditions pour toi de créer, puisque tout à l'heure tu faisais allusion sur le fait que tu ne vas pas partir très loin en train, mais tu as créé ce lieu qui s'appelle Ramdam, qui est un lieu que tu as voulu inventer toi d'une certaine manière, surtout après l'échec entre guillemets de la greffe à Toulouse, quand tu as voulu y retourner et que ça s'est pas produit, etc. Donc est-ce que l'art finalement c'est une capacité de pouvoir investir la vie différemment? Est-ce que c'est je sais pas où est-ce que je vais t'emmener là, mais j'ai envie de te faire parler de ça. J'ai du regret, plus pour moi, parce que maintenant, enfin voilà, les choses sont comme elles sont. J'ai du regret pour les jeunes aujourd'hui, ou pour tous ceux qui, comme moi, qui croient que c'est pas fait pour eux, en fait, alors que c'est absolument à la portée de... Enfin, je veux dire que ça fait partie, c'est le devoir des enseignants et des adultes d'essayer de faire aimer
d'être curieux, de savoir comment ça marche qu'est-ce qui s'est passé, question de l'histoire. Enfin, je trouve ça très important d'arriver à les faire aimer ces choses-là, quoi. Et quand on bute là-dessus, c'est que c'est une façon de le faire et qui ne fonctionne pas. Après, il y a aussi cette histoire de séparation entre l'art et les matières importantes, comme ça, et puis l'art qui serait comme quelque chose d'à côté, alors que ça serait vraiment incroyablement plus fécond si on travaillait la main dans la main, nous les artistes, avec des enseignants, avec des profs de français, des profs d'histoire, des profs de géo, enfin... malheureusement, c'est toujours juste à côté, comme ça, un petit peu. Ça, c'est des questions politiques aussi, de politique qui n'ont pas encore. Peut-être parce que en travaillant comme ça, en fait, on fabrique des gens qui s'émancipent, beaucoup qui finissent par ne pas suivre forcément les choses comme on leur a appris, mais comme il y a de l'invention, de la création, de la réflexion, peut-être que ça sert aussi les pouvoirs de maintenir les enfants dans la trouille de l'emploi, dans les filières qui marchent, dans ces choses-là. Donc, et les profs aussi, des fois, ils participent de ça. Moi, j'ai été mère, donc je sais de quoi je parle quand on va... voir des profs pour savoir comment son fils, sa fille travaillent. Parfois on tombe sur le cul, quoi, de voir ce qu'on nous sort, quoi. Voilà. Heureusement, il y a des vraies exceptions à tout ça. Des exceptions, et elles sont nombreuses aussi, il faut le dire quand même. Mais bon, malheureusement, il y a un système quand même qui est fait de telle façon que bien cette question de l'art à l'école, qui me semble vraiment une chose très importante, parce que ça sauve de plein de choses, quoi. Ça sauve de la trouille de reproduire ce que les parents ont fait, ça sauve de l'argent, ça sauve de plein de choses, ça sert de la nécessité de gagner, quoi. Voilà, c'est la philo, c'est très important quand même. Voilà, travailler tout ça. Alors, je l'ai prévenu, je vous préviens aussi que je ne serai pas forcément chronologique dans l'entretien, parce que du coup, tu as dit quelque chose, une autre chose sur laquelle j'ai envie de rebondir tout de suite, sur la question de comment est-ce qu'on fait pour aller voir ça. C'est-à-dire que du coup, dans ta démarche, et c'est ce que tu dis tout de suite en parlant de l'école très vite, en fait, et de la transmission, il y a une volonté de pouvoir toucher les publics les plus larges possibles. On sent chez toi quelque chose où tu as envie de parler à tout le monde. En même temps, on peut décrire ta démarche comme étant aussi exigeante. Elle demande de la concentration de la part du spectateur. Elle demande aussi la volonté d'accepter, de se laisser perturber, voyager, surprendre. Comment est-ce que toi, tu vis ça au quotidien, cette sorte de contradiction qu'on peut avoir en tant qu'artiste, la volonté de pouvoir parler aux gens le plus largement possible et en même temps de ne rien vouloir céder de notre recherche, de ce qui nous agite, de ce qui nous travaille, on va dire. Comment est-ce que tu... parce que je vais te faire rebondir en fait sur une question que j'avais posée à Alain Françon, parce qu'une fois une spectatrice lui avait dit non mais vos spectacles, monsieur, c'est fait pour les gens qui savent, c'est fait pour les gens qui sont habitués au théâtre. Moi j'ai rien compris à votre spectacle et du coup j'ai l'impression que vous ne créez pas pour moi. Et il avait réagi en disant que absolument le contraire et essayer de développer son point de vue. Est-ce que toi, ça t'est, j'imagine comme nous tous, déjà arrivé? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Comment tu réagis par rapport à ça? Comment tu définirais cette démarche de vouloir toucher le public le plus largement possible? C'est une grande question, ça. Hein. Elle n'est pas résolue. Hein. Vraiment, on continue à brasser beaucoup. Ouais. Est-ce que toi, comment tu la travailles toi au quotidien d'une certaine manière? Parce que je sais que tu as une démarche aussi très forte de transmission, je sais que la première à laquelle j'étais pas, la première de Beat ici, a été suivie d'une rencontre avec le public qui s'est transformée de manière spontanément presque en pré-plein feu. Où vous avez été très nombreux à rester. La rencontre a duré longtemps. Oui. Elle a été riche, dense. Est-ce que c'est ta manière de faire ou est-ce que je serais presque tenté de parler de...
est-ce que tu as une manière de faire? Et puis surtout, comment tu le vis aussi intimement en tant qu'artiste, cette contradiction dans laquelle on est toujours placé entre le fait de vouloir être au plus juste de son geste artistique et en même temps, on est toujours très malheureux quand tout d'un coup on a l'impression qu'il y a un malentendu avec le public. Ben oui, mais je pense qu'il y a des distinctions à faire. C'est vrai qu'on a toujours en tête qu'on va s'adresser à des gens. Donc on ne peut pas non plus rester dans son monde comme ça. Et puis donc on a toujours ça en tête. Néanmoins, on n'y attache pas d'importance au moment où on travaille, parce que le nombre de personnes qui sont là, si on commence à travailler à la demande ou à l'avis de chacun, on sait plus ce qu'on fait, quoi. On sait plus ce qu'on fabrique. Donc on travaille avec d'autres, parce que je suis pas toute seule à travailler. Donc les confrontations, elles existent déjà au sein même du travail, parce qu'il y a une équipe, parce qu'il y a des regards extérieurs, parce que voilà, on discute, on travaille, on triture ensemble. Et ça, c'est fait dans la plus grande exigence, j'allais dire, c'est-à-dire est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça va pas plaire, est-ce que les gens vont comprendre ou pas. Il faut que ce soit lisible quand même, d'une façon ou d'une autre, quoi. Ça, je trouve, c'est pas forcément logique, c'est pas une lecture où on pourra raconter quelque chose, mais en tout cas, quelque chose doit être lisible, et parfois c'est énigmatique, d'accord. Ça peut être énigmatique, mais moi, il y a des peintres que j'ai regardés et puis que c'est énigmatique, en fait. Pourquoi est-ce qu'on devrait tout comprendre des choses? Donc, accepter cette chose-là de l'énigme. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me fait? Mais qu'est-ce que ça me fait si je me laisse pas faire un peu parce que comment ça m'arrive, cette chose-là? Eh bien, je suis déjà en contre, je comprends pas. Voilà, j'ai entendu des choses comme on me prend pour un con, enfin, des choses comme ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de réticentes et beaucoup de, comment dire, dans le public, peut-être un peu moins aujourd'hui, j'ai l'impression, quand même, qu'il y a 7, 8, 10 ans. Je sais pas, je dis ça peut-être parce que j'ai plus de meilleurs retours, on ne sait pas. Enfin bon. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce il faut mettre la barre très bas pour que personne ne se sente humilié, quoi. Enfin, un truc comme ça, quoi. Donc vraiment, et moi je pense qu'il faut tout le temps que ça soit plus dur, un peu plus dur que ce que je peux faire. Donc un livre un peu plus dur, pas pour que ça soit dur. Évidemment, il faut bien recevoir quelque chose, sinon c'est un enfer. Mais enfin, chaque fois, essayer quand même de voir en quoi ça me déplace. Pourquoi? Parce que c'est pas quotidien, c'est pas familier, j'ai pas l'habitude de ça. Oui, d'accord. Donc ça me déplace. Alors bon, accepter cette chose-là, quoi. Et je dirais que, au fond, là où je me sens plus active, je l'ai dit déjà, mais c'est dans la transmission envers de jeunes artistes, en fait. Parce que eux, il faut qu'ils aient du courage. Et donc, c'est eux qui vont continuer à secouer le tamis. Et donc, ça me semble très important, que quand je dis les jeunes danseurs, en fait, c'est les jeunes en général. Pardon, je le crois vraiment que on est dans une période où il faut redonner il faut prendre l'énergie des jeunes gens et essayer de leur donner, de les aider à une existence, quoi, et pas qu'ils se sentent complètement submergés par les difficultés à faire ce qu'ils ont envie de faire, et pas qu'ils soient obligés de faire pour gagner leur vie, pour ceci, pour cela, qu'ils aient du courage, quoi. Ouais, du coup, tu me fais une bonne transition, parce que du coup, j'avais envie de te faire revenir justement sur le début, la formation classique. 4 ans, tu passes chez Béjart, je crois, hein, quelque chose comme ça? Oui, 3 ans à l'école et 4 ans dans la compagnie. D'accord. Donc ça fait un parcours, un compagnonnage de 7 ans. Oui. Quel souvenir t'en gardes rétrospectivement de ce passage-là chez Béjart? Qu'est-ce qui t'en reste aujourd'hui? Comment t'en parlerais?
L'école, magnifique, hein, l'école Moudra à Bruxelles. J'avais 19 ans jusqu'à 22 ans. Ça a été une expérience extraordinaire qui m'a beaucoup changé. C'était difficile aussi parce que je venais de faire... j'avais 11 ans de danse classique derrière moi. Et tout à coup, il fallait tout revoir, en fait. Donc une année difficile et 2 ans vraiment qui ont été très riches. Et aussi à cause des profs, à cause des étudiants, les copains qui étaient là. Il y avait vraiment quelque chose, pas tant à cause de Béjart. En fait, l'idée qu'il a eue était géniale, je trouve. Cette école transdisciplinaire comme ça. Tu peux la raconter, cette école, oui, son principe, comment elle fonctionnait? Le principe, c'était d'abord des étudiants qui viennent du monde entier, donc des Brésiliens, des Coréens, des Américains, des Africains, des Marocains, des Français, des Belges, des Italiens. Donc déjà, on arrive là-dedans, on ne sait pas quelle langue parler, quoi. Enfin, on parle anglais, évidemment, mais je veux dire des Malgaches, des jeunes de partout, vraiment. Donc déjà... pour moi, j'étais allée à Toulouse, à Paris, à Strasbourg à 19 ans, donc tout le coup de me retrouver à Bruxelles avec tous ces gens, ça c'était magnifique de découvrir ça. Ça, on devrait le faire souvent aussi. Bon. Et puis les profs qui expérimentent en même temps avec nous. Voilà, il a eu donc cette école, c'est quoi? C'est des profs qui étaient des artistes en activité? Non, pas que. Il y en avait quelques-uns qui étaient, mais il y avait des professeurs. C'était vraiment des professeurs de classique, professeurs de danse classique, de danse moderne, je dirais, parce que contemporaine, on n'a pas trop eu, un petit peu, mais pas beaucoup. Béjart, il était quand même un peu néoclassique comme ça. C'est pour ça que ça m'intéresse que tu en parles. Donc dans l'école, il n'y avait pas trop de danse contemporaine. Il y avait de la danse Martha Graham, donc un truc qui était un peu plus vieux que les Cunningham, qui était de sa génération, quoi. Et puis on avait des cours de voix, on avait des cours magnifiques avec Fernand Chirène, qui était un professeur qui était un magnifique musicien, mais aussi percussionniste, qui nous a beaucoup apporté à tous, qui a écrit un bouquin magnifique. Et du yoga et de la danse flamenco et de la danse indienne et des cours de jeu avec Alphonse Goris, qui était le directeur d'un studio qui s'appelait Herman Terlink à Anvers. Donc voilà des gens et c'était de 9h ou 8h du matin jusqu'à 22h le soir pendant 3 ans, quoi. C'était très riche, cette école-là. Donc plein d'expériences, quoi, plein de folies. On passait les nuits là-bas, en fait. Et puis ensuite, la compagnie, disons que c'était plus pour... j'avais tellement rêvé d'être une danseuse étoile pendant que j'étais petite. J'ai beaucoup travaillé techniquement. Et en fait, quand je suis rentrée dans l'école, peu à peu, je me suis aperçue que c'était plus mon rêve. Que j'avais plus envie de ça, qu'on m'avait fait découvrir autre chose. Et donc, avant qu'il ne soit trop tard, j'ai voulu danser. Mais danser tout mon sou, quoi. Du coup, je suis rentrée dans la compagnie pendant 4 ans. J'ai été dans le monde entier. J'ai dansé dans une grosse compagnie de 60 personnes avec un type comme Béjart. C'était très intéressant, en fait, que le travail était... Boléro, non, parce que c'était c'était des filles, mais moi j'étais partie déjà quand ils ont fait Boléro avec Don au milieu et les filles autour. Au départ, c'était une fille avec des garçons autour. D'accord. Donc ça, j'ai pas connu. J'étais déjà partie. Non, c'était plutôt les Tarahoumaras d'Antonin Artaud. C'était peut-être qu'est-ce que j'ai fait, Symphonie pour un homme seul. Il y avait des vieilles pièces, puis des Stimoun. Les années 74-77 à peu près par là. Et du coup, de cette énergie-là, du rapport à l'international, au moment où tu commences à faire ta première chorégraphie, c'est un concours, c'est ça, hein, la première fois où tu... En fait, c'est lui qui me donne cette occasion. C'est lui qui te donne cette occasion-là. Ouais. Mais parce qu'il y a beaucoup de danseurs dans la compagnie et qu'il a invité des chorégraphes américains qui en ont choisi 8, et puis un autre en a choisi 10. Et puis lui, il en a pris, voilà. Et puis il reste 8 filles, il ne sait pas quoi en faire. Et donc il vient me trouver, puis il me dit pourquoi tu n'essayes pas de faire un truc pour ces 8 filles. C'était toutes des copines de Moudra, donc première, deuxième, troisième année.
Donc, ok, d'accord, ben, on va essayer. Puis, du coup, j'ai travaillé sur un texte de Michaud. Et voilà, on a fait. Il m'a donné cette occasion, un jeune chorégraphe, de faire cette pièce au Théâtre de la Monnaie. Et le fait de travailler sur Henri Michaud, donc plutôt donc un support textuel et puis de la poésie, et puis pas n'importe quel type de poésie, tu saurais dire ce qui t'a... parce que là, tu as parlé des cours de texte, si on revient à cette histoire de danse-théâtre, est-ce que c'est une sorte d'évidence pour toi que tu vas avoir envie de ce support-là, que la danse n'est pas que mouvement, enfin, comment c'est déjà un pressentiment pour toi, c'est une intuition? Ah oui, oui, oui. Non, mais en fait, j'aime beaucoup l'opérette. J'aimais beaucoup l'opérette. Et les choses qui étaient... David voilà. a parlé, quand on a fait la rencontre avec lui, le bord de scène, il a parlé de votre passion pour la flûte enchantée. Voilà, c'est ça. Donc, qui n'est pas une opérette. Oui, qui n'est pas une opérette. Mais en tout cas, ces choses, je me rappelle toujours quand même... Quand j'étais petite danseuse au conservatoire, on faisait des petits spectacles au Théâtre du Capitole. On venait chercher des petites filles qui devaient faire des choses sur scène. Et j'adorais voir les seconds rôles, en fait, dans les opérettes. C'est des filles qui savent danser, qui savent chanter, les textes. Elles ont toujours les servantes, en fait. Elles n'ont pas le premier rôle, mais et ce rôle-là, en fait, l'autre, elle est en train de se palmer, elle a une voix comme ça, hein, mais celle-ci, elle bouge, elle danse, elle parle. Enfin, c'est un peu comme la commedia dell'arte, non? Quelque chose comme ça. Donc, oui, c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour ce genre de choses. Alors, à l'école, c'était... Enfin, moi, ça coulait de source, quoi. Vraiment, je me suis jamais posé la question de... J'ai trouvé que j'ai retrouvé la parole pour un danseur, c'est incroyable, quoi. Se dire, ah oui, je peux... parce que quand même, on nous ferme la gueule pendant 10 ans. Hein. On nous dit, tais-toi, fais ce qu'on te demande. Fais de la barre. Ah, mais c'est fou, quoi. C'est vraiment... on n'a pas le droit de s'exprimer du tout, sauf avec le corps, bien sûr. Et donc Michaud arrive, ça devient ton premier support et tu travailles ce Michaud avec les 8 camarades. Oui, mais ça c'est vraiment l'influence directe de la libération que j'ai ressentie dans l'école, où on a abordé des textes, du coup c'était dans le chemin, quoi. Et ce travail-là, tu le présentes à Bruxelles, c'est ça? Et tu gagnes un concours avec ça, non? Non. Après, je m'en vais de chez Béjart et je passe le concours de Nyon. D'accord. Donc on savait pas quoi faire. Et on s'est dit, on va passer un concours de chorégraphie. La séparation avec Béjart se passe naturellement, c'est-à-dire tu te dis j'ai fini quelque chose ou c'est... Ouais, c'est ça, voilà. C'est toujours intéressant de parler aussi de ça parce que dans un parcours d'artiste, il y a ça, il y a aussi des séparations d'une certaine manière. Des choses qui se terminent, des choses où on pense qu'on est allé au bout de quelque chose et où il faut avancer sur autre chose. Moi, j'ai adoré être là-bas et faire ce que j'ai fait là-bas. L'école en particulier, magnifique. Je crois que je serais pas la même si j'avais pas eu tout ça, quoi. Donc merci Monsieur Béjart. Mais après il y a des fonctionnements, si tu veux, qui font que quand on grandit, quoi. Et du coup il y avait plein de questions, les questions de la femme qui me posaient problème là-bas. Enfin bref, la question de la féminité, il fallait qu'on soit comme des reines, comme ça. Toujours, enfin, plein de choses. Moi, j'étais une jeune 68arde quand même. Du coup, j'acceptais pas de pas avoir de poils aux jambes. Enfin, tu vois, des choses comme ça, quoi. Je me disais, enfin voilà. Donc c'est toi qui ressens le besoin de partir. Oui, voilà. C'est ça. C'est toi qui ressens le besoin de partir. Je sens que j'ai besoin de partir. Que je suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Une façon de traiter les corps, quoi. Voilà, parce que toutes les filles, c'était des filles magnifiques, vraiment des espèces de mannequins, quoi. Voilà, bien rasées. Et du coup, parce que je vais te faire parler des corps après, parce que là tu commences à en parler, ça c'est évidemment passionnant et central dans ton travail. Mais et du coup, ce premier travail, c'est avec ça que la compagnie démarre, ou c'est un petit peu après, ou à quel moment tu décides d'une certaine manière de fonder la compagnie ou d'assumer une forme de statut de chorégraphe? En fait, on s'en va de chez Béjart. Je pars avec Daniel Ambache. Voilà. Et on est rejoint quelques mois après par 2-3 copains. Enfin voilà, ça se passe comme ça. On passe un concours, on a un premier prix,
Même si on n'y attache pas beaucoup d'importance, c'est déjà pas mal, quoi. Après, on se dit, on va ça passer... Ça amène de la visibilité. Voilà, on va en passer... il y avait après Bagnolet. Bon, Bagnolet, il y avait déjà... Dominique Bagot était déjà passé quelques 2-3 ans avant. Et il avait dû... je la connais, elle. et il avait eu du... Comment dire, en fait, oui, c'est lui qui a eu un premier prix à Bagnolet. C'était un concours quand même, c'était que des écoles de danse. Et tout à coup, c'est devenu une espèce de foire à la danse assez magnifique. Parce qu'en fait, il y avait et des écoles de danse... et des jeunes chorégraphes et des espèces de fous furieux qui allaient là montrer leur travail. Enfin, c'était vraiment intéressant, quoi. Du coup, on s'est dit, on va passer Bagnolet aussi, puis on a gagné le premier prix aussi. Et donc là, on a reçu... Enfin, moi, j'avais pas du tout l'idée d'être chorégraphe. Ce qu'on m'avait appris à l'école, c'était que je pouvais, en tant qu'interprète, et d'ailleurs, c'est comme ça encore que je le pense aujourd'hui, être créative, inventive, assumer, m'approprier dans le respect du metteur en scène ou du chorégraphe des choses, les rendre vivantes. Ça, j'avais appris. Après que moi-même, alors pour faire ça, effectivement, on travaille sur l'écriture aussi, mais c'est pas pour ça qu'on devient un chorégraphe ou cette espèce d'idée là, un peu. Enfin bref. Oui, c'est intéressant ça parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas quelque chose qu'on décide, en fait, c'est quelque chose qui finit par advenir de par le travail. Voilà, c'est ça. Je me suis pas dit, maintenant que j'ai fini de danser, je vais être chorégraphe. Non, je voulais aller travailler chez Alvin Nicolaïs, je voulais travailler avec Carlson, je voulais travailler avec Peter Brook. Voilà, je voulais travailler avec des metteurs en scène et des chorégraphes. Sauf que avant de rentrer, d'avoir la bourse pour aller chez Alvin Nicolaïs, on a passé ces concours là. Et Peter Brook, ça s'est fait? T'es allé travailler? En fait, je l'ai rencontré, mais lui il m'a dit, je l'ai rencontré, mais lui il m'a dit, si vous voulez attendre 7 ans sur le banc, il n'y a pas de problème. Vous regardez, quoi. Et là, je me suis dit, je crois que je vais travailler, puis je vais apprendre aussi, voilà. Il m'a proposé de rester sans rien faire pendant longtemps, quoi. Tu as parlé des corps tout à l'heure, tout de suite, sur le corps chez Béjart, l'assignation particulière des femmes, toujours dans le rôle des princesses, les reines, etc. etc. Est-ce que dès le départ, c'est une évidence pour toi que tu travailleras la danse avec des corps différents et que tu parlais de 68 tout à l'heure, est-ce que c'est une forme comme ça de conviction tout de suite? Est-ce qu'il y a quelque chose de militant ou est-ce que c'est un peu plus tard? Est-ce que ça se fait au fur et à mesure? Parce que du coup, c'est très central dans ton travail d'avoir des interprètes très différents, avec des âges différents aussi, souvent c'est une chose qu'on entend, une sorte de rengaine dans la danse sur les carrières s'arrêtent très tôt, etc., etc. Toi, tu as, la chance d'avoir des interprètes qui, en théorie, sont dans un âge où on n'est plus censé être danseur, où on considère qu'on n'est plus danseur, ou des choses comme ça, et ça amène une facture très forte aussi à l'interprétation. Et qui du coup la théâtralise aussi. Pour moi, c'est aussi le lien. C'est drôle d'ailleurs. Voilà. Pourquoi est-ce que ça théâtralise l'âge? Bonne question, c'est-à-dire que est-ce que ça amène sur le plateau? Est-ce que tu as une conviction dès le départ ou pas? Oui, je crois, parce que en fait, c'est un truc que j'ai jamais. Ça me faisait mal en fait de voir que une gamme, même petite en fait, que quelqu'un qui était trop petit ou qui avait pas les bras assez longs, qui a le cou trop court, ou qui avait pas les bons pieds, déjà ils étaient éliminés, quoi. Éliminés d'avance. Et puis moi j'avais vu aussi quand même, parce que je suis d'origine espagnole, et donc j'ai déjà vu des grosses dames et très vieilles danser, et c'était magnifique, ou des petits comme ça qui font comme ça. Donc, j'ai jamais pensé que la danse était quelque chose tellement lisse, quoi. Et que les corps, n'importe quel corps peut danser, voilà. Après, devenir professionnel, c'est une autre histoire. Mais c'est pas une question liée au corps, aux différents corps. C'est une question de travail et de temps qu'on y passe, du temps qu'on veut bien y passer. Donc ça, c'est une chose que j'avais toujours vraiment ancrée en moi, quoi. Que je n'étais pas d'accord fondamentalement avec le fait que la danse était toujours des jeunes avec des longues jambes, avec des pieds comme ça, et même en danse contemporaine.
Le corps restait formaté. Ça a commencé un peu à s'ouvrir, mais voilà, là, j'ai été quand même quelque chose toujours de très marqué, quoi, en fait, qui séparait finalement de la vie, je trouve. Voilà. Donc ça, c'était un truc très ancré en moi. Et que tu as expérimenté quasiment tout de suite. Dès que je suis sortie, probablement que chez Béjart, ça m'a un peu énervé tout ça. Et puis j'ai rencontré aussi l'écriture de Beckett à ce moment-là, quand j'étais encore dans l'école. Et Beckett, il décrivait des corps d'une façon incroyable, des corps empêchés, mais qui n'arrêtent pas de bouger quand même. Donc c'était à la fois très loin et en même temps quelque chose m'attirait là-dedans. Comme appui, en fait, hein, quelque chose parce que je savais pas sur quoi m'appuyer pour dire ça. Et dans l'écriture, si on parle de la rencontre et l'écriture de Beckett, puisque ça c'est évidemment fondamental pour toi, le spectacle qui a marqué absolument tout le monde et que tu continues à jouer. Donc Maybe, on en est à 700 ans, je sais pas. Oui, c'est ça, mais en termes d'années, on est au-delà de 30 ans, c'est ça, de représentation. 35 ans, c'est ça, de représentation. Oui. Ça, c'est quand même assez extraordinaire dans l'histoire d'un répertoire de pouvoir jouer un spectacle 35 ans plus tard, et que ça continue à jouer. Et dans le monde entier, tu continues à le jouer quand on te le demande à l'international. Donc dans ton parcours, c'est évidemment une étape fondamentale. Qu'est-ce qui, dans l'écriture de Beckett, à un moment donné, va... te parler à ce point-là, qu'est-ce qui va être ta matière d'inspiration aussi fort chez Beckett? Tu saurais le nommer, tu parles de la description des corps, effectivement, chez Beckett. Est-ce qu'il y a une forme de métaphysique chez Beckett qui a rejoint la question du corps? Est-ce que c'est autre chose? Parce qu'on dit beaucoup d'âneries sur Beckett souvent, quand on essaie de définir ce théâtre, on parle de théâtre de l'absurde. Or là, il se trouve que cette saison, on a programmé... la même saison où tu étais l'invité de plein feu, en attendant Godot, qui était interprété par des comédiens ivoiriens. En voyant la mise en scène, je me suis dit que souvent on racontait cette histoire-là sur Beckett, théâtre de l'absurde, etc. Je me suis dit, mais j'ai jamais vu une pièce aussi concrète que ça. Que les questions étaient extrêmement concrètes. Et alors là, en plus, on l'a vu le spectacle juste après le 13 novembre, en pleine crise des réfugiés, etc. J'ai jamais vu une pièce aussi... la pièce m'est parue extrêmement concrète. Je me suis dit, toutes ces histoires sur le théâtre de l'absurde m'a apparu finalement une vue de l'esprit, parce que Beckett a travaillé sur la forme peut-être, et que du coup, parce que tout d'un coup la forme était moins conventionnelle et moins académique, on s'est mis à parler d'absurde. Mais est-ce que toi, tu saurais te dire ce qui t'a parlé dans cette écriture-là? C'est difficile à dire. Ça a été à l'école, en tout cas, c'est ce que tu disais? Oui. Je pense que le rapport au corps, ça c'est sûr que ça a été décisif pour que je creuse un peu plus mes lectures, en fait. Et oui, en fait, c'est l'humour. Beaucoup d'humour aussi. Le fait que la condition du petit être humain, quoi. Enfin, la façon dont il en parle, mais c'est pas tellement absurde. Pourquoi les gens disent absurde, en fait? Je me demande pourquoi les gens disent théâtre de l'absurde. Parce qu'il y a des gens qui sont enterrés dans une botte de terre et qui bougent pas, parce qu'il y a des pièces où ils sont coincés dans des poubelles ou dans des amphores, ou qu'il a travaillé des formes radiophoniques. J'ai l'impression que c'est parce que les gens parlent de ça, parce que la forme est extrêmement précise et très contrainte, puisque tu sais que par ailleurs les ayants droit sont parmi les plus durs, et qu'il n'y a aucune mise en scène qui ne peut s'écarter du catéchisme, alors que je pense que Beckett aurait peut-être aimé à un moment donné voir comment son écriture voyageait et se transformait. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça que les gens parlent de l'absurde. Mais est-ce que c'est pas parce que, en fait, c'est drôle. Moi, j'ai l'impression que les gens disent absurde par rapport à la mort. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme si, comment dire, comme si ces folies-là, en fait,
Voilà, c'est l'espace du poète en fait, un truc comme ça. Tu vois, c'est absurde, comme on dit, c'est absurde comme ça. Oui, en fait, ça n'a pas de sens. En gros, quoi, ça n'a pas de sens. Mais c'est aussi parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne voient pas que la vie elle-même n'a pas de sens. Pardon de parler ça comme ça, mais creuse. Que la vie, en fait, elle est ce qu'elle est, mais qu'elle n'a pas de, il y a pas de, on va rien recevoir, on va rien garder, on va devenir, comme dit Beckett, poussière sous la poussière. Et voilà quoi, et c'est tout. Et là-dessus, eh bien, c'est pas évident de vivre avec cette idée-là dans la tête, de l'avoir constamment en tête, cette idée-là. Et je pense que on peut soit mettre son mouchoir par-dessus et se dire bon ben tant que ça m'arrive pas, ben je vis, je suis éternel, très bien. Ou bien on peut aussi être avec et créer à partir de cette angoisse existentielle qui n'a pas de futur, en fait, je sais pas comment dire, qui n'a pas il n'y a pas de paradis, quoi. Enfin, voilà. Dans cette angoisse existentielle, tout à l'heure, tu notais aussi la question de l'humour comme étant une clé. Bien sûr. Et du coup, j'ai envie de faire la référence, enfin la comparaison avec ton travail. Souvent les spectateurs, enfin en tout cas c'est des choses que j'ai pu entendre sur le fait de dire il y a quelque chose de noir chez Maggie, il y a une forme de désespoir, il y a la mort présente qui rôde, etc. Et moi je leur disais mais oui bien sûr, mais en même temps pour moi il y a toujours cet humour qui est toujours présent. Et par exemple la fin de Beat, quand le dernier danseur saute après les autres mais se retourne vers nous, peut-être aussi parce qu'il y a une forme de grâce, etc. mais il n'y a pas quelque chose qui est fatal. J'ai l'impression que tu portes toujours quelque chose de l'ordre de l'espoir, de notre condition humaine, c'est-à-dire et que tu travailles à partir de ça. Tu le décrirais comme ça ? Oui. Non, mais voilà. T'as pas l'impression d'être une désespérée Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais justement, ça fait non, pas du tout. Non. Comment dire, je pense que je suis une pessimiste, optimiste, je sais pas comment dire ça en fait. Je fais quelque chose de bon, d'accord. Alors, on ne va nulle part, d'accord. Mais alors, tant qu'on est là, ben qu'est-ce qu'on fait quoi ? On attend Godot. Bon, d'accord. Non, mais tu vois, je veux dire, il y a tout le temps, et c'est l'humour en fait sur notre condition en fait. Tu vois, on est là aujourd'hui, on est vivant, mais demain, ça peut être fini, terminé, quoi. Et je crois aussi que c'est quand les gens disent oh mais alors c'est noir et tout, en fait, c'est parce qu'ils côtoient pas suffisamment la mort. Parce que s'ils la côtoyaient tous les jours, eh bien, ça deviendrait quelqu'un. Il apprivoiserait. Voilà, et puis voilà. Du coup, on sait tout le temps qu'on peut mourir d'un moment à l'autre, mais justement parce qu'on est avec. Moi, je dis ça. Hein, je suis pas tout le temps en train de me dire je vais mourir tout de suite. Hein, mais bon. Qui tient pas non plus, oui. Un peu plus tard, mais je veux dire, il faut l'appréhender cette chose-là pour pouvoir vivre correctement, pour pouvoir vivre pas correctement, mais pour vivre heureux, quoi, en fait, il faut. Il y a tout un tas de civilisations où la mort n'est pas dramatique. Absolument. On chante pour les morts, ça. où on offre des choses. Ça. Donc toi qui as aussi ce rapport à la culture qui est autre, à la culture qui est étrangère, etc. Tu te sens aussi là-dessus. Oui. Puis je pense que c'est vraiment le travail de toute une vie de savoir partir, en fait, et puis d'en jouer, avec les uns, avec les autres. Tu as parlé de la 68 tarte tout à l'heure avec ses poils aux pattes, ça me plaisait bien l'idée. Et du coup, on vient de parler d'humour. J'en ai plus. Hein. Très bien. Nous voilà rassurés. Est-ce qu'on parlerait aussi de l'engagement ? C'est-à-dire que tu es souvent décrite comme étant une artiste engagée. Alors, du coup, ça veut dire quoi cette histoire d'être artiste engagé pour toi ? Est-ce que tu te vis comme étant une artiste engagée ? Souvent, les gens, c'est très, très étonnant. Et quand je lis même, tu vois, il y avait encore un papier dans le Progrès sur Singspiel.
la première phrase pour te décrire, c'est fille de républicain espagnol, etc. Donc, si tu veux, ça me fait une petite aura. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que voilà. Alors en même temps, moi, c'est un sujet qui me passionne, cette période-là la période de la lutte républicaine en Espagne. Je pense que et de tous les étrangers, cette période de forme d'internationalisme très puissant. Il y aurait beaucoup de choses à raconter là-dessus. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui, quand même, est une matière d'inspiration pour toi, voilà, ou enfin, c'est quelque chose c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock qui te colle à la peau sur fille d'un républicain espagnol, etc., etc. À quel endroit tu places cette histoire de l'engagement? Est-ce que toi, tu te définis comme étant une artiste engagée? C'est quoi ton rapport à ça? Déjà, artiste et engagé, c'est un pléonasme, je trouve. Voilà. Donc, un artiste, s'il prend pas des risques à plein de niveaux, c'est pas vraiment un artiste. C'est un amuseur public, c'est un divertisseur, c'est ce qu'on veut. Donc, déjà, le mot artiste, malheureusement, c'est déjà que voilà. Il est déjà, j'ai même peur de dire engagé, parce que non, c'est un artiste et donc il prend des risques. Voilà, le risque de se heurter aux gens, le risque de pas être d'accord, voilà, tout un tas de risques de se fâcher avec d'autres, voilà, parce que ça discute, quoi. C'est pas, un artiste ne travaille pas pour que tout le monde soit d'accord avec lui. Voilà, c'est l'endroit de la politique aussi de l'art, je trouve, qui est important. Ou si l'art c'est quelque chose qui fait lien entre les uns et les autres, et je le crois vraiment, en tout cas entre quelqu'un et d'autres, même si on se parle pas. Si c'est ça, j'exprime quelque chose à partir d'un dessin, à partir d'une sculpture, à partir d'une danse, j'exprime quelque chose et puis ça, il y a des gens qui vont le voir, d'autres qui vont le voir, ça fait lien, que ce soit pour aimer ou pas aimer, en tout cas on se parle et ça c'est quand même le plus important, enfin d'arriver à se parler, d'arriver à se parler, voilà. Donc, ce que je disais. Du coup, je reviens sur donc, bon, voilà, sur ce que c'est que d'être un artiste engagé. Voilà, artiste engagé, voilà. Et par rapport à la question des origines, de ta famille, etc., est-ce que ça a été un terreau? Est-ce que ça a été important ou pas? Ou est-ce que... Si, c'est important, oui, bien sûr. Je crois que, voilà, c'était... c'est bien d'être étranger un peu, de se sentir étranger quelque part. Je pense que c'est... Enfin, moi, je suis née à Toulouse, hein, je suis née en France. La guerre, c'est mes parents qui l'ont fait, c'est pas moi. Mais en tout cas... le fait de sentir qu'on est étranger dans un pays, je pense que ça m'a marqué, quoi. Ça m'a marqué dans l'enfance, ça m'a marqué. Du coup, je suis sensible, voilà, disons, à tous les gens qui doivent reconstruire, à l'exil, en fait, à ceux qui sont obligés de reconstruire quelque chose hors d'un espace connu, familial, etc. Et je trouve que les gens qui ne se sont jamais trouvés dans cette situation-là manquent quelque chose. C'est pour ça que je trouve que les jeunes doivent partir loin pour vivre cette expérience-là d'une autre langue, d'une autre façon de manger, d'une autre façon de... Et puis peut-être rentrer chez eux aussi, mais avec cette expérience... C'est une expérience très forte, en fait. Quand on est en français ou entre espagnol, il y a tout de suite... ça manque, quoi, quelque chose. Ça fait peur, je trouve. Moi, ça me fait peur. Donc oui, ça a compté beaucoup. Et c'est quelque chose qui continue pour toi? C'est-à-dire, par exemple, le voyage, ça fait partie de ta vie? Tu as toujours besoin d'aller à l'étranger, Ça, c'est moins fort. Mais non, maintenant, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et c'est vrai que j'ai moins envie là j'ai envie de rester plus
plus tranquille et plus calme. D'accord. Tu dirais que c'est cette période-là en ce moment? Je dirais que oui, c'est ça. Mais c'est une période normale. Ça va avec l'âge aussi. Il y a des gens qui voyagent jusqu'à 90 ans, mais moi, j'ai plus trop envie, non. On va passer aux questions à la salle, mais peut-être sur aussi sur la question de on a parlé de la danse-théâtre, etc. Sur la manière dont, c'est une question que j'aime bien poser aussi sur la forme d'artisanat qu'on pratique. C'est-à-dire que du coup, quand tu as envie de passer à un projet, qu'est-ce qui déclenche le désir chez toi? C'est-à-dire que on a parlé de la troupe chez Béjart, par exemple, des 60 personnes, etc. Comment est-ce que tu choisis les interprètes avec qui tu vas travailler? Est-ce que tu les fidélises? Est-ce qu'ils se modifient d'un projet à l'autre? Qu'est-ce qui déclenche le désir artistique chez toi? Comment un projet commence à naître? Comment est-ce que tu entreprends un projet? En fait, ma compagnie est une compagnie permanente. Donc je travaille avec ces gens. Parfois ils sont partis pendant 5, 10 ans, 3 ans. Parfois ils sont restés, mais je travaille avec eux depuis très longtemps. Enfin, je les connais depuis très longtemps, avec des absences. Mais... Et en fait, ce qui me motive, c'est eux. C'est la seule chose que... Et eux plus d'autres. Mais donc, ce sont des gens, en fait. Tu crées pour eux. Je crée pour les gens avec lesquels je travaille, avec eux, oui. Donc, j'ai ces gens, ces danseurs, ces interprètes, sont vraiment des compagnons de route depuis de longue date, avec lesquels je travaille et qui sont mon noyau dur, en fait. Mais après, j'associe à ce noyau d'autres plus jeunes, d'autres différents, voilà. Et c'est comme ça. Et c'est ça qui me motive, en fait. J'aime bien aller travailler avec eux. Et quand tu commences à travailler, tu sais déjà sur quel type de sujet tu vas travailler, quel va être le sujet de recherche, ou vous démarrez une première session comme ça, complètement ouverte, et puis à un moment donné, quelque chose arrive. Est-ce qu'on prédétermine, entre guillemets, le sujet de recherche? Est-ce qu'il arrive pendant le travail? Comment est-ce que l'idée vient? Entre deux créations, il y a du temps qui passe, il y a des événements qui arrivent, dans la société, des choses qu'on vit soi-même, des bouquins qu'on lit, des films qu'on voit. Enfin, il y a un état du monde, si tu veux, qui fait que on est trimballé aussi par ça. Et ça, ça fait un petit carnet de route, disons. Voilà, ça fait un petit carnet, de route. Et quand on arrive, plus le moment de travailler se rapproche, et plus ce carnet de route, en fait, on en rassemble les éléments qui l'ont fait. Et moi, j'essaye aussi, avant peut-être d'arriver à la table de travail avec eux, puisqu'on fait beaucoup de travail de table avant de commencer à travailler au plateau, j'essaye de synthétiser, en fait, de me dire, mais pourquoi j'ai lu ça, pourquoi j'ai vu ça, pourquoi j'ai été chercher ça, pourquoi j'ai vu ça, pourquoi j'ai envie de lire des trucs là-dessus. Voilà. Ce travail de table, c'est des textes qu'on met en commun, c'est des lectures. Voilà. Des lectures, des bouquins, des films. Ça peut durer un service entier, ça peut durer plusieurs jours. Oui. Ça. C'est au moins une semaine de travail. Donc là, on est vraiment sur une démarche très proche du théâtre. Oui. C'est une semaine à peu près. Au bout d'une semaine. Après, il peut y avoir aussi à un moment donné des petits jets comme ça, des échappées. Besoin Voilà. Et à un moment donné, quand ça fait longtemps déjà qu'on est assis, on se dit alors. Et là, on se propose des exercices, en fait. On fait aussi des exercices. On fait du travail de table, mais des exercices de rythme, des exercices de voix, des exercices physiques. On fait tout un tas de choses. Et donc le moment, ça se rétrécit, etc. Ça se précise et là commence le travail chorégraphique. Il y a toujours quelque chose d'un peu mystérieux dans la tête des gens sur ce que c'est que le travail chorégraphique. C'est toujours aussi même chose quand on fait des présentations de saison pour parler des spectacles de danse. C'est toujours l'enfer du programmateur de savoir ce qu'il doit raconter au public lors de la présentation de saison pour lui donner envie d'aller voir tel ou tel spectacle. Parce qu'on parle d'une démarche, on parle etc. Mais le programmateur, là je parle de manière générale, parce que il cherche l'argument, il cherche la fable ou quelque chose comme ça. Un
un moment donné, dans ce travail que tu décris, qui est assez collectif, sur le fait qu'on se propose des choses, on échange, etc., commencent à naître des phrases chorégraphiques, commencent à naître... par exemple, ça va te faire sourire, dans une impro qu'on a fait récemment avec les comédiens à l'école, ils ont utilisé la farandole de Beat. Et quand j'ai travaillé, ça c'est pour la période, la petite séquence frime du metteur en scène, à Los Angeles, j'ai montré l'extrait en vidéo de la même chose, et 3 jours après, les comédiens américains ont fait la farandole eux aussi. Donc, elle frappe rapidement. Dans ton écriture chorégraphique, souvent c'est une question que se posent les gens sur le chorégraphe montre-t-il? Est-ce que ça vient dans le travail et tu fais que garder ou inciter à faire le collage à partir de ce qui t'a paru le plus intéressant dans le travail? Est-ce qu'il n'y a pas de règle du tout sur un spectacle, ça peut être comme ça, sur un autre, c'est complètement autrement? Maintenant, tu vas parler de ça. Non, je crois que on se donne presque 1 mois et demi, 2 mois de recherche, je dirais, dans lequel on se propose des jeux à partir de ce qu'on a lu, à partir de tout un tas de choses. On se propose des jeux à 2, à 3, à 5, tout seul, et on accumule un tas de choses qui nous permettent... On n'accumule pas d'ailleurs, mais on le note quand même tout. On fait une espèce de journal aussi... et dans tout ça, en fait, il y a vraiment là où on veut pas du tout aller, là où ça coince, là où on a l'impression de passer à quelque chose, quelque chose qui nous attrape en fait. À partir du moment où quelque chose nous attrape, la recherche se réduit, en fait, le champ de recherche se réduit pour travailler un petit peu plus sur ce nerf-là, par exemple. Mais après, il y a un moment donné, par exemple pour Beat, pour la farandole, on était en plein travail de recherche et ça faisait déjà un bon moment, 3 semaines. On travaille des exercices de rythme, on travaille des trucs de fou, enfin, des trucs infaisables. Et je sais que je suis arrivée, puis je leur ai dit, on va faire une danse. Puis j'ai pris les mains, puis c'est comme ça. Poussez-vous, on va le faire. Et puis voilà, quoi. Des fois, c'est comme ça. Mais sans aucune conviction que ça allait être un truc qui allait rester, quoi. Enfin, c'était juste... parce que j'en avais marre de galérer, quoi. Et mais non, mais c'est vrai. Des fois, c'est ça qu'on fait. Et puis après, on a un tas de machins... Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Enfin, et voilà. Et des fois, c'est des espèces de moments comme ça d'angoisse peut-être qui viennent, qui prennent et on dit mais ils sont fous. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Allez, hop, on va bouger là. Et puis la danse, elle était écrite dans la journée en fait, puisqu'après elle se répète, elle se répète, elle se répète, elle se répète, elle se répète. Donc c'est devenu le motif principal. Ouais, et c'est devenu le fil conducteur de la pièce, quoi. Mais ça faisait 2 mois qu'on bossait et beaucoup de choses après reviennent malgré tout. Mais c'est comme si à un moment donné on en a ras-le-bol, quoi, en fait, et ça, là, parce qu'on a pas mal de jeunes artistes dans la salle, et ça, c'est toujours une chose qui est quand même toujours assez passionnante, c'est qu'on pourrait croire, entre guillemets, qu'avec l'expérience, tu vois, la carrière, j'ose pas dire l'âge, tu vois, mais voilà, on a la sensation que les jeunes artistes peuvent avoir l'impression qu'on saurait plus faire, ou on aurait moins peur, ou on serait moins angoissé, ou on serait moins en panique. Pareil, non. Ouais. Il y a un moment donné où et puis moi j'espère toujours. J'aime pas dire qu'il y a de la souffrance dans le travail et tout ça, que c'est dur. C'est vrai que c'est dur, quoi. C'est vrai. Ça m'arrive pas en fait J'adore travailler avec les gens avec lesquels je travaille. C'est ça qui me plaît, en fait, dans le travail. Enfin, c'est ça qui me plaît. Non, c'est pas que ça, mais ça, c'est ce qui m'amène tous les jours. Parce que c'est trop dur. Et c'est ça qui me réconcilie avec le fait de retrouver les personnes et de continuer à travailler avec eux. Parce que parfois, c'est vraiment... c'est dur, quoi. C'est dur
ça me fait jamais très plaisir, voilà, je dirais ça comme ça. Et tu as la sensation que du coup, en travaillant, tu reconstitues des familles, en fait, d'une certaine manière aussi, d'avoir des gens avec qui tu travailles comme ça depuis longtemps, que c'est aussi une manière de constituer des communautés, des groupes de vie, etc. Ou c'est pas comme ça que tu le vis? Ben, forcément un peu comme ça, puisque je travaille avec eux depuis 30 ans, donc 20 ans, 15 ans, donc ça fait effectivement, il y a quelque chose qui est très... on est très complices dans beaucoup de choses. Mais après, j'aime bien, nous aimons bien foutre un peu la pagaille avec des gens qui sont pas du tout là-dedans et qui, tout d'un coup, vont nous faire avec la patte comme ça et vont nous faire sortir de l'endroit où on est. C'est important, ça aussi. Voilà, de se déplacer constamment. Voilà. Donc c'est une sorte d'alliance entre une forme de fidélité et du déplacement constant. En fait. Oui, c'est ça. Oui. Puis tu sais, on se forme aussi, nous. Ça veut dire. Vas-y, continue à parler de ça parce que ça aussi c'est intéressant. La formation, voilà. La formation continue, ça s'appelle comme ça, non? À part le fait que les danseurs prennent des cours quand même tous les matins pour entretenir leur corps, ce que l'on continue à faire. On a 3-4 fois par an, on a des stages en fait. On fait venir un intervenant qui soit du jeu, soit du chant. Soit du rythme, voilà, soit de la danse aussi. Et donc, on a travaillé, par exemple, il y a 2 ans, pendant 3 semaines, sur des danses grecques. Voilà, que sur des danses grecques. Donc, et ça, on le fait, on redevient comme des petits-enfants, quoi. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui vient nous apprendre, enfin, nous faire travailler, moi, j'adore le faire aussi. J'aime pas beaucoup donner des stages. Mais par contre, j'adore les prendre. Voilà, ça c'est vraiment voilà. Et donc du coup, voilà, on a des profs qui viennent, des intervenants. Ou tu te mélanges aux stagiaires quand tu fais un stage. Absolument. Ouais, oui, absolument. Ta manière de travailler. Et j'adore parce que je repasse par des choses. Je vais plus au plateau, mais je repasse par tout un tas de choses qui se posent aux acteurs, aux danseurs. Dès que tu fous un pied sur le plateau, ben tu as cette question-là qui vient. Alors après, si tu es derrière assis sur ta chaise et que tu n'expérimentes pas cette chose-là, c'est compliqué de dire comment il faudrait faire pour prendre un verre, boire, se lever, puis faire un mouvement. C'est vraiment des sensations physiques aussi, je trouve. Que ce soit des textes ou que ce soit de la danse. C'est des sensations physiques, quoi. Je vais vous passer la parole parce que sinon je sens que je vais pouvoir continuer voilà, et qu'ensuite il va falloir que Maggie prenne son train. Donc je voudrais pas qu'il y ait de la frustration aussi de votre côté si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres. Oui, j'ai entendu, vous avez parlé de sensibilité. Vous avez parlé de sensibilité. Il y a 2 auteurs dont vous avez parlé qui me ravissent, qui sont Beckett et Henri Michaud. Mais quand j'ai vu Beats, il y a la scène où ils descendent sur l'espèce de tremplin. Il y a un grand tapis rouge et on les voit descendre les uns après les autres. J'ai pas pu m'empêcher de penser, ça m'a évoqué la peinture de Klimt. Alors vous avez parlé d'auteur, mais est-ce que tout ce qui est d'art, est-ce que les peintres aussi, la peinture joue pour vous, et est-ce qu'elle a pu influencer à un moment ou à un autre? Ça c'était la première, et puis la deuxième question c'est Sing c'est chanter, Spiel c'est jeu. J'ai pas compris Sing Spiel, le sens de la pièce du spectacle, le titre. J'ai pas compris. C'est un jeu chanté. Bon, c'est bien ce que j'avais compris alors. Merci. La peinture. La peinture, oui, évidemment, bien sûr. Mais qu'est-ce que je vais dire? Oui, bien sûr. Voilà. Et ça fait partie des matériaux où vous pouvez partager la table, par exemple? Bien sûr, voilà. Évidemment, oui, bien sûr. Je ne sais pas quoi dire, parce que plus ce peintre-là qu'un autre, on regarde beaucoup de choses, quoi. C'est comme si on parle de cinéma aussi, bien sûr. Mais je n'ai pas pensé à Klimt, voyez-vous, pour la descente, là. Ah bon, non plus. Mais ça pourrait d'autres fois, hein. Puis c'est la libre interprétation du spectateur. Une autre question, Margot? Margot, puis ensuite Madame. Ou Lucas?
Voilà. Est-ce que vous êtes enregistré? C'est pour ça qu'on vous passe le micro, non pas qu'on doute de votre capacité à porter la voix. Bonsoir. C'est parce que vous avez beaucoup travaillé avec des gens. Vous dites que vous avez travaillé avec des gens toute votre vie et tous ensemble. Et alors, c'est quoi les conditions? Enfin, moi, j'ai entendu dire que vous avez aussi créé des lieux. Et je sais pas, ça m'attire beaucoup en fait cette question de comment on arrive à rester une communauté ensemble et longtemps, et comment on crée ses propres conditions aussi de création et de production finalement peut-être. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de ça? Oui, bien sûr. C'est beaucoup de temps, en fait, parce qu'on patauge un peu dans la semoule, comme beaucoup au début quand on commence, on ne sait pas bien comment faire. Mais en fait, la première chose, je crois, c'était aussi une époque très différente de celle qu'on vit aujourd'hui, où la danse contemporaine, elle était vraiment naissante en France. Donc il y avait beaucoup d'énergie pour faire exister une autre danse, d'autres rapports des corps sur le plateau. Et donc les danseurs étaient très, enfin nous, je dis nous parce qu'on n'était pas chorégraphe, encore une fois. Après c'est ce qu'on nous a renvoyé en fait, mais au départ, on était ensemble, on se mettait à travailler, petit à petit, collectivement, en fait, on peut dire, d'abord, en fait. Après, collectivement, on se dispute. Quand c'est collectif, comme ça, c'est très compliqué de partager quelque chose de collectif. Donc, il y a des espèces de choses qui se font, il y a d'autres compagnies qui se créent, etc. À un moment donné, l'un ou l'autre finit par diriger la chose. Après, tu peux diriger comme ci, comme ça. Tu peux diriger et imposer quelque chose, c'est possible. Hein. Je sais pas. Hein. Pour ma part, en tout cas, je suis à la fois très directive et à la fois très. On partage beaucoup de choses et à un moment donné, c'est vrai que je passe de l'autre côté de la barrière et que je dirige quelque chose à un moment donné. Mais cette direction que je donne à ce moment-là, elle est vraiment le fruit de tout ce qu'on a pu traverser ensemble et que grâce à tous a pu émerger, tu vois. Donc c'est à la fois un travail, c'est un ping-pong en fait, c'est vraiment un partage comme ça où à un moment donné tout le monde est très actif intellectuellement, physiquement, inventivement, enfin dans l'invention, et à un moment donné, eux ils ont beaucoup de boulot sur le plateau et moi je fais regard extérieur et je construis les choses. Voilà, mais c'est le fruit de tout ça. Après, sur la question de l'indépendance des moyens de production, voilà, Ramdam, etc. Au début, par exemple, la question du salaire n'était même pas posée, quoi. Je veux dire, on n'en se la posait même pas. Chacun se démerdait comme il pouvait pour gagner 3 sous. Il y en avait qui faisaient des ménages pour pouvoir donner du temps à un certain type de travail artistique. Mais dès qu'il y a eu des sous, en fait, un petit peu de sous, on a partagé. En fait, on était toujours permanent. Ça n'existait pas. On va faire un projet, puis ensuite on s'en va. Puis je vais faire un projet. Non. Au départ, c'était vraiment quelque chose c'était un engagement. Voilà, un engagement dans une démarche de travail. À la manière d'une troupe de théâtre, d'une certaine manière. À la manière d'une troupe de théâtre. Ta démarche est finalement à des points communs avec celle d'Ariane. Absolument, voilà. Donc à cette différence que tu as quand même toi accepté de diriger des institutions. Oui. Mais les CCN sont des institutions un peu particulières, si j'ose dire. Mais tu as été directrice de 2 centres chorégraphiques nationaux. C'est peut-être distinguo avec Ariane, mais tu dirais que quand même que tu as beaucoup travaillé pour cette indépendance. Absolument, bien sûr. Et puis pour créer des lieux, en fait, parce que au moment de 80, dans les années 80, la danse contemporaine, il n'y avait pas de lieu. Donc c'est vrai que c'est avec l'époque Lang et tout ça que les CCN ont commencé à venir. Et il fallait se saisir de ce qui était en train de se passer. Donc ça, on s'en est saisi. Et donc on a pu avoir des centres chorégraphiques nationaux à Créteil, sans lieu parfois, juste avec des espaces de travail. Et petit à petit, revendiquer des espaces comme les CDN, voilà, des espaces de représentation aussi. Je vais venir à la question de madame, mais du coup, il y a une question qui me brûle les lèvres parce que je me la suis posée aujourd'hui. Est-ce que tu as une explication sur le fait qu'il y a eu beaucoup de femmes chorégraphes qui, à ce moment-là, ont construit leur aventure, ont pris la tête d'aventure, de compagnie, etc. Et quand on regarde en termes de génération, si tu veux, il y a moins l'équivalent en théâtre
à part Ariane, qui est une sorte d'exception, mais dans ce type de génération-là, on a beaucoup moins de femmes metteuses en scène qui ont construit des aventures de ce type-là que dans la danse. Tu saurais dire pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on trouve autant de femmes chorégraphes qui ont mené ces aventures-là? Tu parlais de Caroline Carlson tout à l'heure, tu parlais de... On a quand même pas mal de noms à égrener au niveau de la danse, on en a moins du côté du théâtre. Tu saurais dire pourquoi? Tu as une intuition là-dessus? Ben, je pense que... Ben, il y a 68. La pilule. Ouais. Et puis, il y a l'idée que la femme, c'était quelque chose dans le ballet classique, qui était quelque chose d'éthéré, comme ça, qui n'a pas de sexe, pas de sein, pas rien. Et ça, je pense que beaucoup de femmes, en fait, parce qu'il y a eu une prise de conscience aussi d'une certaine forme disons de mise dans une espèce de cadre qu'on a voulu décadrer, je pense. Et peut-être que les hommes avaient moins à souffrir de ça que les femmes. Donc peut-être c'est ça, je ne sais pas. Mais... Le spectacle Umwelt que j'ai vu récemment, et j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Il y avait beaucoup de choses qui me parlaient sur la série, sur ses gestes quotidiens, sur la répétition. J'ai trouvé que c'était fascinant. À la fois, c'était fascinant parce que j'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter, puis j'avais pas envie que ça s'arrête. Voilà, on s'installe dans quelque chose qui roule comme ça et qui s'installe. Et en même temps, j'ai été extrêmement gênée par le son. J'ai trouvé le dispositif très intéressant, avec ces cordes qui... Enfin, oui, je pense que ce sont des cordes qui frottent sur ces trois guitares. Et ça fait un son qui est continu, qui est difficile à supporter. Bon, moi, j'ai dû me boucher les oreilles pendant tout le spectacle. Et je me suis demandé si c'était nécessaire de faire vivre cette expérience difficile aux spectateurs qui est traumatisant pour le corps, pour les oreilles. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que je suis une personne particulièrement sensible? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'était assez partagé dans les spectateurs, que c'était quelque chose de difficile à vivre. Et j'ai vu le spectacle, donc Singspiel, et j'ai ressenti la même chose avec la lumière, où j'ai trouvé que l'écran blanc en fond était très, pas violent, mais très présent. Et là aussi, c'est une réaction. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est de l'ordre du blanc photographique, de la lumière, ça nous fait vraiment penser à la lumière. On ne peut que la voir. Mais est-ce que c'est nécessaire d'aller aussi loin dans peut-être une idée d'inconfort, de douleur que ça peut provoquer, physique. C'est compliqué cette question. Parce que c'est évidemment pas pour mettre les gens dans l'inconfort qu'on le fait, ni pour les faire souffrir non plus. Mais il y a quelque chose qu'on sent qu'il faut pousser, comme ça, pousser pour que ça atteigne une certaine... quelque chose de tellurique, en fait. Je ne sais pas comment dire. Quelque chose qui soit... oui, qu'on ait envie de faire comme ça. Peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que, pour Umwelt, en tout cas... moi, ça me plairait que les gens fassent ça pendant le spectacle, en fait. Sans pour autant avoir envie de les torturer, c'est ça que tu veux dire? Ah non, non. Voilà, donc il faut à la fois que ça soit poussé, parce que si on atténue, alors Umwelt, c'est une espèce de... Moi, je compare ça, maintenant, on commence à l'apprivoiser un peu, mais c'est une espèce d'animal sauvage, comme ça, qui part... il y a du vent, on s'entend pas, les choses tombent,
il y a ce bruit infernal. Donc, une espèce d'état comme ça, de catastrophe, en fait. Comme un ouragan, en fait. Oui, une tempête, quoi, qui est en train de nous faire... On continue à marcher, mais... Et cette sensation, il faut bien l'avoir. Il faut bien la sentir, quand même. Si on l'atténue, ça va pas être... Alors, c'est bien, mettez des boules tièses, quoi. Ceux qui peuvent pas entendre le bruit comme ça, je comprends, hein. Mais du coup, tant pis, mettez des boules caisses, mais moi, c'est important, quoi, de frôler un endroit qui est presque intenable. Oui, c'est ça, tu me fais signe, parce que si tu veux prendre... Il faut partir. Si tu veux prendre Il y en a un autre après ? Il y en a de train. Oui. Oui. À quelle heure ? Je sais pas si... Ah oui, après, allez, 21h06, comme ça on prend un peu de temps, j'ai pas envie de courir. Bon. Bon, alors du coup, vous avez le droit à des questions subsidiaires. Mais par contre, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'allais dire, si vous parlez, on va laisser Maggie prendre son train. Moi, j'ai une question peut-être un peu étrange, mais répondez comme vous voudrez. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait de danse ? Ou qu'est-ce que vous auriez voulu faire ? Pas mal, celle-là. Pivot aurait pu la donner au... bien, bonne question. Il y a des choses que j'ai découvertes, mais plus tard dans ma vie. Alors, ouais, c'est plus tard, quoi. Mais vous voulez dire... Si aujourd'hui, ça fait s'arrêter quand même. Oh, mais ça, je m'ennuierais pas, hein. Oh, j'ai plein de trucs à faire, en dehors de la danse, je veux dire. Non, je sais pas, je pense que j'aurais bien aimé être, je sais pas, historienne, faire de la philo, voilà, faire... et travailler avec des petites mains aussi. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais je les ai découverts après, en fait. Il y a pas si longtemps, en fait. Mais sinon, si j'avais pas fait de danse à ce moment-là, en fait, je crois que j'aurais été mal en point. Je sais pas si j'ai répondu, mais bon. Si, mais alors j'ajouterais... Est-ce que la frustration de ne pas faire autre chose influence votre travail aussi ? Enfin, ou est-ce que l'histoire, la philosophie, t'as raison, oui. Oui, c'est sûr. Et comment ? Tout ce qui, en fait, parce que c'est vrai que, en fait, tout ce que j'ai pas pu avoir, tout le temps que je n'ai pas eu, puisque j'ai passé beaucoup de temps dans les studios de répétition, dans les cours de danse, dans les espaces noirs, en train de bosser toute ma vie comme ça. En fait, tout le temps que j'ai pas donné à beaucoup d'autres choses qui voilà, je sais pas ce que j'étais en train de dire. J'ai oublié, j'ai perdu le fil. C'est quoi que tu m'as dit ? Oui, est-ce que c'est pas de la frustration, c'est ça ? Ben oui, effectivement. C'est parce que y a pas eu le temps suffisant pour que, et du coup je gratte autour, oui. Non, c'est pas ça. Si, oui, c'est ça. Et dans votre travail, comment vous l'utilisez ? Enfin, est-ce que ça apparaît dans votre travail chorégraphique, cette envie de travailler l'histoire, Oui, bien sûr, oui. Dans les bouquins qu'on amène, dans les bouquins que je lis, dans tout ce qui fait lien entre un travail et un autre. Puis c'est la vie, en fait. Ça fait partie de la vie. C'est pas forcément lié au travail non plus, que lié au travail. Ça veut dire, connaître, en fait, des choses, les découvrir. Comment ça joue. Je participe beaucoup aussi
de tous ces métiers-là, en fait. Je suis pas seulement une chorégraphe ou autre chose comme ça. J'adore faire des costumes. J'adore travailler sur des petites maquettes, des scénographies. J'adore oui, faire des petites lampes avec mes mains. J'aime bien bricoler, voilà. J'aime bien bricoler aussi. Allô, bonjour. Salut, ça marche. Je voudrais revenir sur la question de l'engagement et de dire si vous aviez un conseil à donner justement aux jeunes auxquels, sur ça. Voilà, à part aller voyager loin pour se sentir loin de chez soi, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que je dis? Je réfléchis parce que comme j'ai des enfants et que j'ai une fille qui a 24 ans aussi, du coup, je me demande qu'est-ce que je lui dis. Donne-toi les moyens. Ne sois pas trop gâté. Et voilà. Hein? Je disais, sors du moi. Voilà, oui aussi. Donne-toi des moyens, ça veut dire, oui, ne te laisse pas impressionner par les difficultés, du courage. Vas-y, quoi, ose, risque. Et puis après, sois pas trop gâté, oui. Sois pas complaisante, en fait, c'est ça que je dirais. Sois sévère avec toi-même, peut-être un peu. C'est tout. Je pensais plus au rapport aux politiques, en fait. Ah, pardon. Pas de souci, mais... Rapport aux politiques. Ouais, ce truc d'engagement, je trouve votre travail... Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes? Ah oui, c'est ça que tu m'as dit, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes? Je trouve... Ouais, Bah c'est ça, je dirais, pareil. Ok. Ça marche. Parce que ça, c'est se tenir à ça, en fait, individuellement, c'est vraiment c'est de l'engagement, oui. Se tenir à ça, c'est-à-dire... parce que qu'est-ce qu'on rencontre dans la vie? On rencontre beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses. Donc on peut aussi, d'une chose à l'autre, passer à côté de sa propre exigence, de sa propre vie, de son propre engagement. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très attention aujourd'hui, quoi. Il y a des gens qui prennent des décisions plus risquées que d'autres, en se foutant au RMI, par exemple, parce que ça leur libère du temps pour travailler artistiquement sur des choses. Il y en a d'autres qui disent je vais courir d'un truc à l'autre pour faire mes 507 heures, quoi, je veux dire. Donc c'est quoi qui est le plus important? Voilà. Est-ce que c'est... Voilà. C'est ça qu'il faut bien réfléchir. Et ça, c'est de l'engagement déjà politique, de faire des choix... faire des choix un peu radicaux des fois, oui. Puis ça donne du courage aux autres aussi, de voir des gens qui le font. Bonsoir. J'avais une question. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous touche et vous attire chez les personnes avec qui vous travaillez, et est-ce qu'ils ont tous quelque chose en commun? Voilà. Qu'est-ce qui me touche chez les personnes avec qui je travaille? Qui vous attire? Rien de particulier, j'allais dire. C'est la question de la rencontre de tes interprètes, c'est-à-dire comment ça s'est passé, comment ça s'est... Ben oui. Ben c'est plus des façons d'être très ouverts, en fait, avec beaucoup de disponibilité pour s'y mettre. Pas d'a priori, enfin des choses comme ça qui font que... Mais après, ce sont ceux-là parce que ce sont ceux-là, mais c'est pas non plus, ils sont pas exclusifs, en fait. Je pense qu'il y en a plein comme ça, des gens.
Sauf que c'est ceux-là que j'ai rencontrés, moi. Mais bon, ça aurait pu être cet autre. Je veux pas dire que on est exceptionnel du tout. Ça s'arrête là parce que c'est les gens que j'ai rencontrés avec qui ça a collé, quoi. Mais ça aurait pu être d'autres gens, je pense, quand même. Voilà. Mais après, c'est vrai que avec qui moi je sens que je peux travailler, il y a un certain état d'esprit qui est important, quoi. Mais il y a plein de gens qui l'ont quand même, cet état d'esprit. C'est pas, le truc de s'investir dans ce qu'on fait assez entièrement, d'être heureux de le faire, ou alors de partir si on n'est pas heureux, et pas de rester égralé, par exemple. Enfin, il y a un tas de choses comme ça, d'être proche de son intime à soi, quoi. Et de pouvoir, du coup, s'en détacher pour être vraiment à l'endroit où tu travailles, quoi. Et après, ce qui fait le lien entre les gens, c'est le travail commun, en fait. C'est le travail commun qui nous a forgés, oui, ça c'est vrai. Ce qu'on a fait ensemble, qui fait qu'il y a une façon de travailler, mais qui est sans cesse bousculée aussi. Et d'ailleurs qu'il faut bousculer. La disponibilité, pour toi, c'est la qualité essentielle que tu cherches chez un artiste, chez un interprète? Oui, absolument, oui. Quelqu'un à travers qui ça passe, à travers quelqu'un qui accepte d'être un passage et qui parfois, parce qu'il est tellement là-dedans, devient irremplaçable. Du coup, là, tu as cité deux choses. Tu as parlé de l'acteur créateur, l'interprète créateur, qui était une chose importante pour toi, le fait de se dire que c'est pas parce qu'on est interprète qu'on n'est pas partie prenante de la création, et cette disponibilité. Donc, tu y vois quelque chose de complémentaire et pas d'antagoniste. Au contraire, je pense que quelqu'un qui se laisse pas traverser, il nous met comme ça, quoi. Enfin, il nous balance son savoir-faire à la figure. Donc, un bon acteur, en fait, ou un bon danseur, enfin, l'interprète qui laisse de l'espace pour celui qui regarde, qui laisse de l'espace pour le partenaire, qui laisse de l'espace pour l'espace. Ça, c'est tout un truc, et qui n'est pas en train de projeter quelque chose qu'il sait faire très très bien. Même, moi, je trouve ça très gênant, par exemple. Bonsoir. J'ai vu uniquement Beat de vos spectacles, et en le voyant, j'ai ressenti un genre de besoin vital de danser, même plus de bouger. Et je trouve ça plus beau de bouger que de danser, d'ailleurs, personnellement. Et maintenant, vous êtes chorégraphe. Est-ce que vous prenez encore du plaisir à danser, ou même est-ce que vous inventez du plaisir à bouger maintenant dans le moment de votre vie, actuellement? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Après, je me fatigue plus vite, quoi. Mais bon. Mais sinon, bien sûr que j'ai beaucoup de plaisir encore à bouger. Mais je ne bouge que dans le studio, que dans le travail. Ou alors, quand il y a quelqu'un qui se fait mal, je peux le remplacer aussi parfois. Mais non, oui. C'est drôle d'ailleurs, parce que j'aurais pu dire non aussi. C'est ce que je suis en train de me dire. J'ai pas le désir de le faire. Je sais pas comment dire. J'ai pas le désir de faire un truc et d'y être. J'ai juste envie de le faire. Je sais pas si je me fais comprendre. Et à propos de la danse et du mouvement, il y a vraiment une différence entre danser et bouger. Et moi, ce qui me frustre parfois quand je vois des spectacles de danse, c'est qu'il y a, enfin, à mon avis, mais à mon appréciation, il y a beaucoup d'emphase sur juste la performance technique. Et parfois, ce qui m'a beaucoup plu dans Beat, c'est qu'il y avait moins d'emphase sur le technique, mais plus sur justement cette espèce de choses qui traversent les danseurs et qui les amènent à bouger, et pas à être dans des poses qui sont déjà prédéfinies, quoi. Des fois, peut pas te faire un truc, tu peux pas séparer comme ça, parce qu'il y a parfois des trucs hyper définis qui sont très très beaux et très bougés, justement,
parce que c'est pas regarder, c'est juste je fais. De la même façon que quand ils dansent avec la farandole, ils sont en train de danser, quoi, ensemble. Voilà, ils sont pas. Est-ce que tu aimes bouger? Enfin, quand tu dis je préfère bouger que danser, mais en fait, tu as des gens qui dansent, et même des danseurs avec une écriture chorégraphique très très précise et très difficile, mais qui sont tellement dans ce qu'ils font. En fait, c'est une question de bon ou de mauvais danseurs, quoi. C'est que ça. C'est pas une question vraiment. Moi, je pense que l'interprète porte énormément, a beaucoup de responsabilités sur le plateau. Vraiment beaucoup. Parce que c'est... Comment je dis ça? Parce que un bon interprète, même une mauvaise chorégraphie, il la fera passer. Alors qu'un mauvais interprète, même une bonne chorégraphie, ça va être difficile. C'est vraiment lui qui le fait, quoi. Donc tu peux toujours t'arranger. Moi, ça m'est arrivé de travailler sur des pièces que j'aimais pas. Comment est-ce que tu fais? Tu es engagé quand même. T'aimes pas la pièce, il faut bien que tu en sortes quelque chose. Tu peux pas commencer à dire ouais, c'est pas bien et tout. Donc tu es obligé de prendre le matériau qui t'est donné, de savoir que dans l'ensemble, c'est quelque chose, dans l'ensemble de la pièce, c'est quelque chose que tu n'apprécies pas. Mais en même temps, toi, ce que tu fais là-dedans, tu essayes d'en faire quelque chose de plus, le mieux possible, quoi. Et je pense que des fois, quand il ne s'agit pas d'une grosse construction, si c'était un solo, par exemple, je pense que l'interprète est très important, vraiment. Et moi, vraiment, je me sens une interprète. Je vous le dis comme je le pense. Est-ce qu'on a encore quelques questions? Oui, puis on va finir parce qu'il faut aller fumer maintenant. Ouais, c'est ça, voilà. On n'en peut plus, là. Moi, je voulais juste savoir quel regard vous portez sur votre travail maintenant avec tous les spectacles que vous avez faits, votre expérience. Et voilà, et puis même simplement aussi, une fois qu'un travail est fini, le spectacle, si vous êtes dans notre position à nous de spectateurs, comment vous recevez vos propres spectacles, vous? Donc, précisément sur le spectacle et d'une façon plus globale sur votre travail au jour d'aujourd'hui. Alors, la première chose, c'était... Comment tu perçois ton travail? Une fois qu'un spectacle est terminé, un travail est terminé, il est achevé, donc il est accompli. Comment vous le percevez? Quels sont les sentiments? Est-ce qu'il y a du plaisir, de la jouissance? Parce que vous nous avez parlé beaucoup de la dureté de ce travail, quand même. On voit que c'est un processus de maturation qui peut être long, qui peut être laborieux. Alors après, une fois que c'est terminé, d'abord, est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous ressentez du plaisir? Est-ce qu'il y a des manques? Vous sentez... Voilà, et puis sur le travail global aussi, sur votre œuvre, on va dire. Mon œuvre, je pense que une fois que c'est fait, en fait, d'abord ça passe par, dans toutes les pièces, il y a des choses qui sont plus heureuses que d'autres, et donc quand ce sont ces moments-là qui repassent, je les regarde quand même pas tout le temps, mais assez souvent quand je dois faire des retours aux danseurs aussi. Mais je dois dire que j'y prends pas beaucoup de plaisir. Voilà. J'aime pas bien re-regarder. J'aime travailler. J'aime être dans le studio et reprendre et retravailler sur les choses. Mais une fois que c'est fait, là, et une fois c'est eux qui sont responsables au plateau, aller les voir là-haut pour faire quel retour. Je préfère retravailler le lendemain, en fait. Franchement, je n'ai pas beaucoup de plaisir à les revoir. Au début, oui, quand même. Quand c'est une création, peut-être 10, 20 fois, voilà, c'est assez gai de voir. Puis ça fait travailler aussi. Parce qu'on voit ce qu'on a fait, comment on s'y est pris. Ah oui, finalement, ça fait ça. Puis la façon dont les gens réagissent, etc. Donc ça donne des indices, en fait, de comment on a travaillé. Ça donne des indices pour la prochaine fois aussi. Ça, oui. Mais après...
je les regarde pas. Des fois, je reste dans la loge pour ne pas être dans la salle, quoi. Et après, sur l'œuvre, je me suis bien amusée, quoi. Toute ma vie, j'ai fait... C'est dur, mais en fait, j'ai passé ma vie à faire ce que j'avais envie de faire. Et ça, je trouve que c'est un grand luxe et un grand privilège. Voilà. Et c'est ce que je souhaite à la jeunesse. Ça fait une belle conclusion, je pense. Ouais.